Bonsoir Clémentine. Effectivement, 84 signataires de ce communiqué conjoint. Alors attention, en langage diplomatique, un communiqué, ça n'a pas la même valeur qu'une déclaration, c'est un tout petit peu moins contraignant. 84 signataires, il en manque quelques-uns. Ceux qui n'ont pas signé ce document, eh bien, sont l'Inde, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, le Mexique, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Brésil. Mais le Brésil était là en tant qu'observateur, raison pour laquelle il n'avait pas besoin de signer. Sans doute qu'ils ne l'ont pas fait, précisément parce que le texte prévoit de respecter la souveraineté territoriale ukrainienne, et évidemment c'est tout l'enjeu de cette guerre. Ce sur quoi les 84 signataires étaient absolument d'accord en revanche, eh bien c'était de parler d'aide humanitaire, c'est-à-dire que voilà, il faut prévoir la possibilité d'échange de prisonniers, que chacun puisse revenir dans son pays d'origine, et puis l'Ukraine a beaucoup insisté là-dessus aussi, que les 20 000 enfants qui ont été ou auraient été enlevés, déplacés par la Russie, puissent revenir en Ukraine. On est d'accord aussi pour favoriser la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on puisse naviguer librement sur la mer d'Azov et la mer Noire afin que les bateaux céréaliers puissent continuer d'approvisionner le monde avec leurs céréales. Beaucoup de pays africains en dépendent. Et puis on est aussi d'accord pour renforcer, préserver la sécurité nucléaire, notamment du site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui pour l'instant est aux mains des Russes. Bref. Voilà les points sur lesquels on s'est mis d'accord, et puis surtout on a laissé clairement la porte ouverte et même la volonté à organiser une deuxième conférence dans un futur proche avec cette fois-ci la présence des Russes. Volodymyr Zelensky s'est montré très clair là-dessus en laissant cette possibilité plus qu'ouverte. Un accord donc sur ces différents points, Michel, mais aussi un accent tout particulier a été mis sur le respect du droit international. Oui, absolument. On l'a entendu dans le sujet précédent avec la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, mais d'une manière générale, beaucoup d'intervenants ont mis l'accent vraiment sur la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. Mais alors attention, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire pas mal de pays, le Chili en particulier, mais aussi la Norvège, l'Irlande, le Timor oriental, le Kenya, ont bien expliqué qu'il fallait que ce droit international soit respecté par tous et pour tous. Rappelons qu'il y a aujourd'hui 67 conflits armés dans le monde, c'est le nombre de conflits armés le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'on y viole aussi allègrement, malheureusement j'ai envie de le dire, le droit international, et que, eh bien, il fallait que ce dernier soit respecté en Ukraine, mais aussi ils ont été nommés au Soudan ou encore à Gaza. Le conflit israélo-palestinien s'est invité à cette conférence sur la paix ici en Ukraine, puisqu'il a été mentionné à plusieurs reprises. Il en va en effet de la crédibilité des politiciens et des pays qu'ils engagent, mais il en va surtout de la sécurité des populations, de toutes les populations, ici en Occident ou ailleurs, pour vous comme pour moi. Merci beaucoup Michel Serrouti, correspondant de TV5 Monde en Suisse.